Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Loïc et Jérôme du SID, qui est le service d'infrastructure de la Défense, et avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement et plus précisément du métier d'ingénieur militaire d'infrastructure. Alors, ils vont nous partager leur quotidien, répondre à vos questions et nous éclairer sur les prérequis pour devenir ingénieur militaire, les opportunités de carrière possibles, mais ils vont aussi nous livrer leurs conseils pour que vous puissiez faire la différence lors du processus de recrutement. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, vidéos, conseils sur votre insertion ou orientation professionnelle, pour en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur notre site en tapant jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Loïc, bonjour Jérôme. Bonjour Louisa. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode Unlocked. Alors, Loïc, vous connaissez votre mission qui va être de pitcher en 1 minute, mais on y vient juste après. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter puisque Loïc, vous êtes responsable recrutement et relations école. Vous allez nous parler du recrutement, des profils que vous recherchez, mais aussi de l'environnement de travail. Et avec vous, Jérôme. Et Jérôme, vous êtes chargé d'affaires en pôle de maîtrise d'œuvre. Vous allez nous partager votre quotidien, vos missions et votre parcours de carrière. Loïc, vous connaissez votre prochaine mission qui va être de nous pitcher en 1 minute le service d'infrastructure de la Défense et ses missions. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est quand vous voulez. Alors, le service d'infrastructure de la Défense, c'est le service construction et énergie du ministère des Armées. Le SID construit, rénove, maintient et administre l'ensemble du parc immobilier du ministère, que ce soit en métropole, en outre-mer et sur les théâtres d'opérations extérieures. Le SID, c'est une capacité opérationnelle au profit des armées. Alors, vous connaissez l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, mais il y a également les directions et services, tels que la direction générale de l'armement, le service de santé des armées et la cyberdéfense. Le SID, en quelques chiffres clés, c'est 6 700 personnes en métropole et en outre-mer, c'est 35% de militaires, 65% de civils, près de 200 implantations territoriales et des investissements en forte croissance de 2 milliards d'euros par an. Enfin, c'est un corps d'officiers, 700 officiers, ingénieurs militaires infrastructures. Bravo Loïc, ça a dépassé un petit peu, mais je vous l'accorde. Parce que bon, je dis 1 minute, mais on peut aller jusqu'à 1 minute. C'était combien ? 1 minute 05 ? C'est à peu près ça. Ceci dit, Loïc, Jérôme, vous allez nous faire découvrir le service d'infrastructure de la Défense, les spécificités du BTP militaire et aussi nous parler de l'engagement professionnel. Et on voit ça tout de suite en détail. Pour entrer dans le vif du sujet, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions d'un ingénieur militaire de l'infrastructure, mais aussi quelles sont les différentes voies d'accès pour le devenir ? Bien sûr. Du coup, l'ingénieur militaire infrastructure, l'IMI. Donc, l'IMI, il est assimilé cadre, donc il a un rôle d'encadrement général, des missions techniques et administratives de direction. Donc, dans le bâtiment, ça se concrétise en maître d'œuvre, maître d'ouvrage, expert cyber, expert en nucléaire, ou encore ingénieur de la maintenance. Donc, il a ce rôle-là avec son équipe pour répondre à l'ensemble des missions du service infrastructure de la Défense. Les différentes voies d'accès pour être IMI, donc il y a 2 grandes voies, la voie de carrière qui est accessible sur concours et la voie sous contrat, donc ce qu'on recherche aujourd'hui grandement, c'est 50% du recrutement, donc c'est la voie sur dossier, entretien et après c'est parti, on est engagé et on travaille pour le service infrastructure de la Défense. Et là, Jérôme, vous nous parliez de l'ingénieur militaire d'infrastructure. Loïc, quels sont les métiers de l'infrastructure militaire en général ? Alors, en général, en fait, le SID intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, c'est-à-dire, on a les métiers de la construction, tels que des assistants à maître d'ouvrage ou, on va dire, conducteurs d'opération. Il y a les métiers de la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, le chef de projet. Et puis ensuite, on passe en exploitation. Donc là, on va trouver un ingénieur en charge de la maintenance, des spécialistes de la gestion technique du patrimoine, mais également, on va trouver aussi tous les métiers qui concourent à l'acte de construire, tels que par exemple les acheteurs. Bon, après, du fait de la diversité aussi de nos infrastructures, on trouve aussi des experts dans des niches métiers, comme des experts dans le domaine de l'infrastructure nucléaire, la sécurité nucléaire,
Et puis, tous ces métiers, sachez-le, on peut l'exercer en tant que civil ou militaire. Et pour en avoir un aperçu concret, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions en tant que chargé d'affaires en pôle de maîtrise d'œuvre? Bien sûr, alors actuellement je suis en pôle de maîtrise d'œuvre à Châlons-en-Champagne, donc à l'est de Paris, au milieu des champs, entouré de régiments armés de terre, parce que j'ai des collègues qui peuvent être sur les ports à Toulon, Brest ou encore sur des bases aériennes. Euh, donc là, je soutiens principalement des régiments armés de terre. En ce moment, j'ai un énorme chantier à Mailly-le-Camp, des constructions d'ateliers pour réparer des chars Leclerc. Donc voilà, en pôle maîtrise d'œuvre, on part de la conception avec une équipe composée d'architectes, de dessinateurs. On fait les premiers plans pour répondre à un besoin opérationnel. C'est pour ça que je parle beaucoup d'armées de terre, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup d'armées de terre. On répond à un besoin opérationnel et on suit le chantier de A à Z, donc de la conception, la réalisation, jusqu'à la livraison au soutenu. Et vous êtes ici pour nous parler de votre campagne de recrutement. Loïc, aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? Alors effectivement, dans le cadre de la campagne de recrutement des officiers sous contrat, on recherche des ingénieurs ou des spécialistes du BTP ou du génie civil, mais également toute spécialité qui concourt à l'acte de construire, tels que des acheteurs, donc dans le domaine des achats publics. Et puis ensuite, on va trouver des ingénieurs environnement, puisqu'on exploite aussi des installations classées pour la protection de l'environnement, des architectes, c'est très divers. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un bac+5 et d'être attiré par le domaine de l'infrastructure ou du bâtiment. Et vous nous parlerez des prérequis dans quelques instants, mais aujourd'hui, combien de postes sont disponibles et à partir de quand? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de postes disponibles dès maintenant. Après, donc, on a différentes phases d'incorporation. On en reparlera tout à l'heure, donc en août et en décembre. Et vous en parlez il y a quelques instants. Est-ce qu'il existe des prérequis pour devenir ingénieur militaire d'infrastructure? Loïc. Alors, bien sûr, il y a des prérequis, puisqu'on est assujetti par le code militaire de la défense, donc ce qui n'est pas le code du travail. Donc, ce qui fait que pour être ingénieur militaire, il faut être de nationalité française, il faut être apte médicalement, alors pendant le processus de recrutement, on va évaluer via un médecin militaire donc l'aptitude médicale et physique. Il faut également être bac+5 et bien entendu, le plus important, être attiré par la militarité donc, et ses contraintes. Donc c'est donc être attiré par l'institution, les valeurs, l'uniforme, et être prêt à jouer le rôle d'ambassadeur du ministère des Armées. On parle des prérequis. Jérôme, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter concernant ces prérequis? Monsieur Gattel a tout dit, c'est vraiment la motivation. Le savoir-faire, vous l'avez, vous êtes bac+5, techniquement, vous êtes compétent. Après, il faudra le prouver, bien sûr, mais c'est surtout la motivation, le mental. Il faut avoir l'esprit de curiosité, la vie en groupe, voilà, le goût de l'aventure, vraiment. Après, physiquement, on est testé, donc il ne faut pas être une machine de guerre, il faut avoir un minimum, mais voilà. Ça, c'est pour les aptitudes. On va parler d'un point essentiel qui est le processus de recrutement. Loïc, est-ce que vous pouvez nous parler de la partie administrative? Jérôme, je me tournerai vers vous pour la partie opérationnelle, mais tout d'abord, Loïc, sur la phase administrative, comment ça se passe? Alors, pour ce mode de pourvoi, on connaît à l'avance donc les postes. Le besoin est bien défini. Donc, ce qui fait qu'on a un processus de recrutement qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on examine en fait les lettres de motivation et le CV, on fait une première présélection de la candidature. Si la candidature nous intéresse, on échange par visio ou par téléphone. On va donc plutôt creuser l'aspect motivation, qu'est-ce qui fait que la personne souhaite s'engager, donc la militarité. Et puis ensuite, donc c'est le passage obligé, c'est si effectivement le test est concluant, on va justement demander au candidat de faire des tests en CIRFA pendant 2 jours, donc des tests psychotechniques et d'aptitude physique, l'aptitude aussi à devenir officier. Une fois que ces tests, on a connaissance des résultats, en général, on déclenche 2 entretiens, un entretien à la direction centrale et puis un deuxième entretien avec l'employeur. En général, c'est dans une de nos directions régionales. Ça, c'est pour la phase administrative.
Côté opérationnel, Jérôme, comment s'est passé votre processus de recrutement? Alors pour moi, comme Loïc l'a dit, je suis passé par un centre d'information des armées, donc un CIRFA, qui a dans à peu près toutes les grandes villes. Ils m'ont proposé le parcours d'ingénieur militaire infrastructure. De là, j'ai envoyé un dossier, donc CV, lettre de motivation. Donc là où le service de M. Gattel m'a appelé pour justement attester de mes motivations, creuser un peu. Ils m'ont proposé un poste à Bordeaux. Moi, j'étais originaire du Sud-Ouest, donc c'était le CIRFA de Mont-de-Marsan. Donc j'ai fait mes 2 jours de test à Bordeaux. Donc comme il l'a dit, c'est des tests psychotechniques, un peu de physique. Donc en physique, c'est du luc léger, des tractions, des squats. Comme je disais, il ne faut pas être une machine de guerre, il faut en faire un peu. De toute façon, c'est comme la vie de tous les jours. Il faut un peu de sport pour pouvoir encaisser un peu de pression et continuer à avancer. Des tests un peu de mathématiques, un peu de français, pour savoir voilà, si on a la tête sur les épaules, si on arriverait plus tard et peut-être dès maintenant à gérer une équipe ou si juste 2-3 personnes, on est perdu. Donc, c'est 2 tests très simples, très rapides. Et surtout le test médical, où là, pareil, ils ont leurs critères. Mais encore une fois, si on a eu quelques opérations d'un bras, d'une jambe, rien n'empêche d'être ingénieur militaire infrastructure. Vous ne pourrez pas être parachutiste si vous engagez à l'armée de terre, mais en revanche, vous pourrez être ingénieur militaire infrastructure. Merci Jérôme. Et je parlais en introduction des parcours de carrière possibles. Loïc, quelles sont les opportunités de carrière, justement? Alors, les parcours, en fait, sont à la carte, puisque la spécificité de l'officier sous contrat, c'est qu'il peut s'engager soit pour 5 ans, soit pour 10 ans, voilà, et jusqu'à 22 ans et demi au maximum. Donc, ça veut dire que selon son souhait de poursuivre donc l'aventure et d'un commun accord, donc avec le ministère des Armées, on peut prolonger ce contrat, mais on n'est pas lié au service, donc à tout moment, on peut également décider de mettre fin à cette expérience. Alors après, donc les opportunités possibles sont fonction aussi des souhaits du candidat ou de l'ingénieur. Donc je dirais qu'effectivement, le point fort, c'est la diversité des projets et des modes de travail chez nous. Donc, que ce soit en mandat à maîtrise d'ouvrage, on peut faire de la maîtrise d'œuvre privée ou interne. Donc, il n'y a pas de routine. Ensuite, c'est la diversité aussi des projets qui sont proposés et les responsabilités importantes qui sont confiées dès le début. Et puis ensuite, tout dépend de la mobilité que l'on envisage. Donc, effectivement, il y a une mobilité géographique, c'est-à-dire qu'on peut changer effectivement de poste au bout de 3-4 ans, ou on peut décider sur le premier contrat de rester là où on est. Ensuite, il y a cette mobilité fonctionnelle qui est possible, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer de métier, de filière métier, hein, c'est-à-dire passer de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre ou encore à la maintenance. On peut aussi décider de poursuivre plutôt des postes à responsabilité managériale. Et puis enfin, la mobilité, je dirais, opérationnelle, c'est en fait l'occasion de pouvoir partir en mission, soit en OPEX, soit d'autres missions en fonction des accords que le ministère des Armées a et que la France a avec des pays. Et vous parlez de mobilité. Pour en avoir un exemple concret, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu mon master en génie civil et infrastructure. De là, avec le sport, j'ai eu l'occasion de partir en Australie pour une Coupe du Monde avec l'équipe de touch rugby française. Et j'y suis resté 1 an. J'ai bossé dans le bâtiment là-bas. Et j'ai vraiment apprécié leur sens du mérite, l'esprit un peu anglo-saxon où venez, montrez-nous ce que vous savez faire. Si vous êtes capable d'avoir plus de responsabilités, on vous en donnera plus. Quand je suis entré en France, j'avais vraiment aimé ça. Et je le retrouve aujourd'hui dans les armées. Donc c'est pour ça que je me suis engagé à l'époque. Donc je me suis engagé aux armées. J'ai été affecté à Bordeaux dans un premier temps, en conducteur d'opération, en maîtrise d'ouvrage. Donc j'ai suivi des chantiers pour des Rafales, des Mirage 2000, un hôpital militaire, antenne médicale, château d'eau, enfin des chantiers très divers. Ensuite, j'ai eu l'occasion de partir en OPEX, en opération extérieure au Mali. Donc pareil, c'est des chantiers plus succincts, mais c'est une expérience humaine et professionnelle excellente. Donc j'y suis parti 4 mois. À mon retour, j'ai été muté à Châlons-en-Champagne, donc là où je suis actuellement, au pôle de maîtrise d'œuvre. Donc là, je fais de la maîtrise d'œuvre, donc plus chantier. Là où en maîtrise d'ouvrage, j'étais qu'en maîtrise d'œuvre privée, où on externalisait cette maîtrise d'œuvre, que là aujourd'hui, je fais en interne, donc pour le service infrastructure et au contact même des régiments.
Et je parlais d'engagement professionnel tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points forts pour vous du métier de militaire et surtout depuis vos débuts, puisque vous venez de nous partager votre parcours, qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien et quel sens est-ce que vous trouvez dans vos missions? Alors, entre le privé et aujourd'hui le public, là, pour le service infrastructure, euh, le changement radical, c'est la diversité de chantiers. Avant, je faisais que du VRD. J'ai mes copains de promo d'école qui font soit que des maisons, soit que des routes, soit que des immeubles pour louer après. Là, j'ai la chance de faire, vous l'avez entendu, des antennes médicales. J'ai des copains qui font de l'armurerie, d'autres qui sont sur les ports, qui construisent des ateliers pour les sous-marins, les bateaux, les avions. Enfin, on a vraiment une diversité de chantiers énorme, autant que l'armée contient de métiers différents. Donc ça, c'est vraiment le grand changement. C'est parfait. Après, avec le statut de militaire, on a des avantages, on a des obligations même, qui ont aussi des compensations. Je pense à la neutralité, voilà, pas de droit de grève. On est militaire, donc on a le devoir d'être neutre. On a des obligations sportives, on est noté tous les ans pour le sport, natation, course à pied. On est obligé de suivre du secourisme. Tous les ans, on revalide nos formations de secourisme. On a le tir, le maniement des armes. Et pareil, on le porte sur notre tenue, on représente la France, donc on a tout ce qui importe l'État français, l'image qu'on renvoie à la population. Et il y a aussi la mobilité dans les avantages. Voilà, la mobilité, c'est pour moi un point fort. Pour certains peuvent le prendre en point faible, c'est comme les goûts et les couleurs. Moi, la mobilité, ça fait un brassage d'expérience. On découvre une nouvelle région française, voire en outre-mer ou à l'étranger. On découvre de nouvelles personnes. Chaque région sont différentes. Pour moi, c'est un gros point fort. Changer tous les 4, 5, 6 ans au sud des mutations. Sans parler des missions occasionnelles de 4, 5, 6 mois. C'est parfait. Donc, richesse des parcours, des métiers, des missions, c'est ce que vous disiez juste avant, Loïc. Et pour comprendre justement l'univers du service d'infrastructure de la Défense, Loïc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien? Alors, l'environnement, c'est un service interarmé, donc on est au service de toutes les armées. Donc, ce qui fait qu'il y a une très grande richesse, je dirais, de culture, puisqu'on côtoie des militaires, mais il y a également beaucoup de civils. Et puis, on peut être effectivement sur un chantier pour la Marine nationale. Donc, par exemple, les gros projets en ce moment, c'est le chantier Barracuda, donc des sous-marins nucléaires d'attaque. Demain, il faudra renouveler toute la force de dissuasion nucléaire. Donc, il y aura des chantiers en lien avec la fabrication des infrastructures pour le support du sous-marin nucléaire d'attaque. Il y aura le nouveau porte-avions nucléaire également. Donc ça, c'est pour les projets de la Marine nationale. Pour l'armée de l'air, c'est l'avion Airbus multirôle, transport de matériel et de troupes. Donc là, ce sont des infrastructures assez exceptionnelles avec une des pistes les plus longues d'Europe, des hangars aussi qui sont gigantesques. Et pour d'autres, ensuite au niveau de l'armée de terre, on peut citer le programme Scorpion avec l'ensemble du renouvellement des blindés de l'armée de terre, et c'est autant d'occasions pour mettre en place des ateliers de maintenance, des hangars, donc construire, rénover. Voilà, c'est la diversité des projets. Donc il n'y a pas de routine. C'est ce qui fait l'attrait, je dirais, du métier chez nous. Des challenges au quotidien, donc. Jérôme, un mot à ajouter sur l'environnement de travail? Environnement très sain, comme il l'a dit M. Gattel, il y a des civils avec nous, du militaire, tout grade confondu. C'est génial, hein. On est heureux d'aller au boulot, on ne travaille pas pour des actionnaires quelconques, on travaille vraiment pour le pays. Quand ici on donne un hangar, on donne des moyens de travail aux gens pour participer à la défense de notre pays, ou en OPEX, quand vous donnez de l'eau pour qu'un soldat qui rentre de terrain puisse se doucher, c'est génial tous les jours, on ne va vraiment pas au boulot en reculant. C'est ce qu'on cherche moi, c'est ce que je cherche dans mon métier. Ça donne un sens à vos missions. Complètement. C'est ce que vous dites. Et aujourd'hui, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous dire comment réussir son entretien d'embauche, donner des key points aux étudiants, et on va voir ça tout de suite dans Tips to be on top. Première question, Loïc, quelles sont les qualités attendues sur un poste d'ingénieur militaire d'infrastructure? Je dirais, donc en fait, c'est une tête bien faite dans un corps bien portant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les qualités d'un ingénieur, donc la curiosité,
donc le pragmatisme, le bagage technique, mais également en fait être une personnalité dynamique, puisque on est dans un monde, quand même dans un univers où l'action compte, où on a une dimension opérationnelle forte. Donc ça veut dire qu'il faut être dans un corps sain, être sportif, aimer l'action. Donc voir concrètement les résultats de son action porter ses fruits. Voilà les qualités attendues. Et puis être justement un bon ambassadeur du ministère des Armées, donc c'est-à-dire embrasser les valeurs de l'institution, du militaire. Voilà ce qu'on attend d'un ingénieur militaire infrastructure. Pour parler de l'entretien d'embauche, Jérôme, quels sont vos conseils pour faire la différence lors de l'entretien? Comment se préparer? Alors pour se préparer, il faut bien connaître son sujet. Comme on l'a dit au début, vous allez être jugé sur vos motivations, c'est le principal critère. Donc pour ça, il faut connaître, il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Vous allez être testé là-dessus. Donc renseignez-vous sur les sites internet, sur JobTeaser, il y a plein de liens. Allez fouiller, vous saurez dans quoi vous engagez. C'est vraiment ce qu'on va juger. Loïc, est-ce qu'il faut tutoyer ou vous voyez en entretien? Alors, on est plutôt dans le vouvoiement, donc comme ça se pratique en entretien ou dans un concours. Bon, après, donc le tutoiement, c'est plutôt sur le lieu de travail et en fonction des contextes. Mais dans un premier temps, on vous voit. Voilà, Autre question, Loïc, sur le dress code. Comment doit-on s'habiller lors de l'entretien de recrutement, qu'on soit un homme ou une femme? Alors, de façon assez classique pour un entretien d'embauche, donc c'est-à-dire que pour les hommes, donc on va préférer donc le costume, cravate, enfin pardon, costume chemise, mais on peut s'affranchir de la cravate. Et pour les dames, donc plutôt une tenue sportwear, en tout cas une tenue confortable pour se rendre à un entretien. Loïc, Jérôme, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Jérôme, Loïc, qui veut commencer avec son mot de la fin? Comme vous voulez, monsieur Gattel. Bon, alors j'y vais, ça veut dire j'y vais. Hein, c'est ça, je traduis. Loïc, à vous. Vous l'aurez compris, en tant qu'ingénieur militaire infrastructure, donc vous donnerez un sens à votre engagement, donc en exerçant un poste à responsabilité, aussi bien technique que managériale. Vous aurez l'occasion de travailler sur des projets, je dirais, de technicité et d'envergure rares. Et puis, vous vivrez au quotidien une expérience assez unique et enrichissante, passionnante, en tout cas pour certains, et aussi bien donc en métropole, en Outre-mer et pourquoi pas en OPEX, donc après à une formation ou en tout cas une première expérience terrain en métropole. Jérôme, votre mot de la fin. Eh bien, oui, si vous avez Bac+5 sur un métier qui touche l'infra, si vous êtes français, n'hésitez pas à prenez contact, envoyez votre CV, on va vous rappeler, on va vous envoyer un mail, on va vous mettre en contact avec un IMI déjà en poste. Et dans 5 ans, c'est sûr que vous vous renouvellerez pour un nouveau contrat. On se fait tellement plaisir dans ce métier, dans la vie de tous les jours, vous ne regretterez pas. Et chez vous, pour postuler, vous pouvez aller directement sur jobteaser.com et à la fin de ce live, on va vous laisser en image. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations pour consulter les offres, candidater, mais aussi, comme le disait Jérôme, échanger avec un ingénieur militaire d'infrastructure. Un grand merci, Jérôme et Loïc, de nous avoir partagé vos quotidiens, vos missions, mais surtout d'avoir livré vos conseils pour devenir ingénieur militaire. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Au plaisir et à bientôt. À bientôt. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.